Alors, Monsieur Zedam, comme vous l'a annoncé Hissène Daga, ce soir on doit faire un direct sur les questions en Afrique, les questions de gouvernance, les questions économiques et autres. Donc, ce soir, Hissène Daga va avoir comme invité le général Valsero, qui est un artiste activiste africain qui n'est plus à présenter, pas seulement au Cameroun, mais aussi au Tchad. Donc, l'honneur est pour nous. Après notre voyage aux Pays-Bas, nous le recevons ce soir à Paris, dans les beaux jardins du restaurant Les Retrouvailles qui nous reçoivent ce soir. Donc voilà le général Valsero et Hissène Daga. À vous. Ouais, donc bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, on a eu à faire un petit direct pour vous annoncer qu'on aura un débat ce soir en direct sur Facebook où il sera question en fait de la démocratie en Afrique, de problèmes de l'alternance politique dans les pays, donc en Afrique, dans le pays de l'Afrique centrale, et il sera question aussi de la prolifération de mouvements citoyens connus précisément par le grand public sur le nom de l'activisme politique et leur impact sur la problématique de la conscientisation du peuple. Donc Valsero avait développé toute une théorie là-dessus, et aujourd'hui, comme il est de passage à Paris, j'ai profité en fait pour faire un entretien avec lui et parler de ces questions essentielles qui sont au cœur de la matrice même de la démocratie et de l'avancement de nos pays. Donc bonsoir Valsero. Bonsoir. Bonsoir, parce que ça me fait bizarre, c'est la première fois que je travaille essentiellement dans le virtuel, mais c'est le monde moderne, donc il va falloir y aller en phase avec le monde moderne. Bah écoute, on va devoir se servir des instruments de la modernisation pour pouvoir toucher le plus grand nombre de monde, c'est magnifique. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, tu es des passages sur Paris. Et on profite en fait donc de ta présence pour évoquer avec toi un certain nombre de questions sur lesquelles tu reviens très très souvent dans tes chansons d'ailleurs, hein, qui sont des chansons hyper engagées, qui interpellent les consciences, qui interpellent les gouvernances en Afrique et qui appellent le peuple en fait à se prendre en main. Donc qu'est-ce que tu penses du fait que dans nos pays de l'Afrique centrale, je vais essayer d'être assez circoncis, dans nos pays de l'Afrique centrale, les choses ne bougent pas? Pourquoi est-ce que on a toujours de personnes qui sont là depuis 30 ans, depuis 32 ans, depuis 25 ans, depuis 27 ans au pouvoir? Qu'est-ce que tu en penses de cela? Bah, je crois que les choses en Afrique, malheureusement en Afrique centrale, ne sont pas conçues pour bouger. C'est déjà ça le principal problème. Elles ne bougent pas parce qu'elles ne sont pas conçues pour bouger. Elles sont conçues pour durer. Elles sont conçues pour pouvoir enrichir un certain nombre de personnes qui n'ont pas les intérêts et qui n'ont pas d'intérêt commun avec le développement de l'Afrique. Et c'est pour ça que ça ne bouge pas. Parce que c'est voulu, parce que c'est un plan, parce que c'est une organisation bien structurée, un mouvement bien pensé pour pouvoir faire de l'Afrique cette petite vache à lait que toutes les grandes puissances viennent traire comme ça pour pouvoir se garantir le développement et pouvoir se garantir la richesse. Et c'est un peu de ça qu'il s'agit aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne peut... Comment il est difficile de parler de gouvernance en Afrique ou de démocratie? Parce que le problème en Afrique, ce n'est pas la gouvernance. Le problème en Afrique, c'est un problème de liberté. En Afrique, on n'a pas un problème de démocratie parce que c'est tomber dans le piège de l'occidental. C'est de faire croire justement, comme dans tous les autres pays, de faire croire aux gens qu'en fait, il faut apporter aux Africains la démocratie. Les Africains n'ont pas un problème de démocratie. Les Africains, depuis la nuit des temps, ont la possibilité de gérer en africain leurs problèmes. Mais il a fallu... Quand tu dis en africain leurs problèmes, c'est-à-dire qu'en fait de manière consensuelle. De manière consensuelle. Ils ont une vision tout à fait claire, ils ont une vision plus simple de ce qu'est leur développement. Malheureusement, ce que j'appelle aujourd'hui les cosmocrates ont des intérêts totalement différents. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Ce qui se passe en Afrique, c'est la possibilité pour les cosmocrates de pouvoir faire de l'Afrique la vache à lait dont ils ont besoin de traire pour pouvoir s'en sortir. Et à chaque fois, je le dis, l'un des problèmes en Afrique, et ce qui est le plus important, c'est celui de la liberté de jouir de la richesse africaine. La liberté qu'ont les dirigeants de pouvoir travailler pour le peuple africain. Et le plus dur aujourd'hui, c'est de se rendre compte que, ben voilà, nos dirigeants africains
ne travaillent pas pour le peuple africain. Nos dirigeants africains sont des marionnettes à la solde des Occidentaux. Si à un moment donné, ils avaient imaginé que c'était important de travailler pour le peuple africain, il y a un certain nombre de décisions qui n'auraient pas été prises. Si des décisions contradictoires sont prises, et si les avantages ne viennent pas et ne sont pas au bénéfice de l'Afrique, c'est justement parce que c'est voulu. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. C'est de pouvoir s'asseoir et de pouvoir se dire pour qui travaillent les dirigeants africains, au service de qui sont les dirigeants africains. Et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui à accepter. On n'a pas un problème de gouvernance. Comme je dis toujours, c'est très naïf. Et c'est naïf de la part des Africains de s'imaginer que voilà, notre problème, ce sont nos petits dictateurs africains. Ils ne sont qu'une partie du problème. Nos véritables ennemis, c'est l'Occident et tous ces cosmocrates, ces transcontinentales. Qu'est-ce que tu appelles cosmocrates? Les cosmocrates, en fait, ce sont ces grosses entreprises qui épurent l'Afrique, qui, à un moment donné, essoufflent l'Afrique sous la dette et la famine. Je vais vous prendre des institutions simples. Okay. Aujourd'hui, on est bloqué par la dette. Pourquoi les présidents africains empruntent à chaque fois? Parce que Bretton Woods veut qu'ils empruntent. Parce que le FMI veut qu'ils empruntent. Parce que la Banque mondiale veut qu'ils empruntent. Parce que l'Union européenne veut qu'ils empruntent. Parce que s'ils n'empruntent pas, ils deviennent libres. Et pour ça, ils provoquent la famine en Afrique. C'est difficile de s'imaginer qu'un continent comme l'Afrique, avec une biodiversité aussi favorable à la production, soit un continent qui soit en train de mourir de faim, alors que l'Occident, un pays qui croule sous le froid et la neige, et il ne meurt pas du tout de faim. Mais c'est parce que c'est voulu. Tant qu'on aura faim, on sera toujours en train d'emprunter. Oui, par rapport à ce que tu es en train d'avancer comme argument, que c'est l'Occident qui, pour toi, c'est que la grosse partie des responsabilités, c'est plutôt l'Occident qui est responsable des malheurs de l'Afrique. Sachant qu'aujourd'hui, les terres cultivables ne sont pas en Occident, donc c'est pas l'Occident qui doit travailler les terres en Afrique. Sachant également que les Africains, c'est les Africains eux-mêmes qui choisissent leur leader d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, Paul Biya au Cameroun, il a 34 ans au pouvoir, 33, bientôt 34 ans au pouvoir. C'est pas les Français qui élisent Paul Biya. Aujourd'hui, si les Camerounais décident qu'ils ne veulent pas de Paul Biya au pouvoir, ben, la France ne peut rien faire. Ils vont d'une façon ou d'une autre dire non à Paul Biya. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment, nous, jeunes Africains, continuer par penser que c'est l'Occident qui est responsable de nos problèmes, ou nous-mêmes décider de dire que nous allons couper avec l'Occident, couper le cordon ombilical. C'est-à-dire l'Occident, on n'a rien à foutre de l'Occident, l'Afrique appartient aux Africains et que ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent se battre pour leur continent. Ce serait très naïf de penser que voilà, ce sont les Africains qui choisissent leurs dirigeants. Ce serait très naïf de le penser. Pour la simple raison que quand vous arrivez au Cameroun, un pays qui a pratiquement 25 millions d'habitants, et que vous avez 20 millions qui n'en ont rien à foutre de la politique, vous avez 20 millions qui croulent sous la famine, et que quand vous arrivez en Afrique, vous vous rendez compte que, je vais vous prendre un cas simple parce que c'est plus important de dire les choses comme elles sont. Exactement. En Afrique, par exemple, Bolloré, qui est français, est propriétaire du chemin de fer pour 90 ans. Oui, comme je le dis, le Cameroun appartient à Bolloré. Bolloré est propriétaire du chemin de fer. Pays. Bolloré est propriétaire du chemin de fer pour 90 ans. Il est propriétaire du port pour pratiquement 90 ans. Il est propriétaire du cinéma et il est propriétaire de tout. Quand vous arrivez au Cameroun, la télécommunication, elle est Orange, elle est MTN, mais on a une société nationale qui est comme telle, mais qui ne marche pas. Alors il faut bien que vous vous rendez compte à un moment donné que ce serait naïf de penser qu'une jeunesse aussi forte, aussi instruite et aussi affamée et piétinée n'est pas capable de chasser un vieux dictateur sénile de 83 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le plus important aujourd'hui, c'est de savoir que si vous vivez dans un pays dont le poids de la dette est tellement fort qu'il occupe 54% du PIB, dans le produit intérieur brut, vous devez bien vous savoir, vous devez bien vous rendre compte que tant que vous croulez sous le poids de la dette, tant que vous empruntez pour manger,
alors vous ne vous en sortez pas. Et le problème aujourd'hui en Afrique, c'est la famine. Et tant qu'on a faim, on emprunte. Et si on n'a pas faim, on n'emprunte plus. Et si aujourd'hui, on veut bien nous faire croire à nous qu'un pays comme la France peut décider d'aller bousiller la Libye pour installer la démocratie, peut décider d'aller bousiller la Centrafrique pour installer la démocratie et revenir après pour revendiquer la reconstruction, alors soyons un tout petit peu sérieux. Il ne s'agit pas d'élection, c'est ce que j'appelle en théorie simple la conservation du pouvoir. Et je vais vous expliquer ce qu'on appelle le régime de conservation du pouvoir. C'est très intéressant. Parfois en Afrique, on nous fait croire qu'on est dans une dictature. Non, on n'est pas dans une dictature. Parfois, on veut nous faire croire que c'est une monarchie. Non, on n'est pas dans une monarchie. Parfois, on veut même nous faire croire que c'est démocratique. Non, ce n'est pas une démocratie. Mais c'est un mélange des trois. Et le mélange des trois s'appelle la conservation du pouvoir. C'est-à-dire un mélange de démocratie, de dictature, mais d'agression psychologique énorme. Je vais encore m'attarder sur le cas du Cameroun. Parce que c'est très important de vous en rendre compte. Le cas du Cameroun, il est transposable au Tchad, au Congo, ainsi de suite. Oui, le problème d'un seul pays africain, c'est le problème de tous les pays africains, ça, on le sait. Ben voilà. Alors le mécanisme de conservation de pouvoir veut que dans un pays comme le Cameroun, vous avez un parti qui ne travaille pas pour le peuple, mais qui travaille pour maintenir un homme au pouvoir. Tout ce qui est fait pour maintenir un homme au pouvoir. Et l'homme qui veut le maintenir au pouvoir s'appelle Paul Biya. Ça voudrait dire que tant que les gens parlent au nom du chef de l'État, tant que les gens décident au nom du chef de l'État, lui, il n'est pas obligé de travailler. Et c'est totalement compliqué à comprendre. Mais non, c'est pas compliqué à comprendre. C'est simple comme bonjour. Les petites difficultés qu'on a aujourd'hui en Afrique, mais c'est de se rendre compte que dans un régime de conservation de pouvoir, vous avez des gens qui décident pour la place des autres et qui décident à la place des autres. Exactement. Le RDPC au pouvoir au Cameroun n'est pas une machine pour lutter contre notre parti. Le RDPC est une machine conçue pour broyer le peuple. Si jamais le peuple ne se lève pas pour écarter le RDPC, aucun parti d'opposition ne pourra le faire. Oui, ça par contre, en parlant de RDPC, Hissène Daga, un peu parce que étant activiste africain et travaillant avec beaucoup d'activistes africains, on sait que le Cameroun aujourd'hui c'est l'un des pays qui a le plus d'intellectuels en Afrique. C'est un pays où vraiment le taux d'alphabétisation et le taux d'instruction est très élevé. Par exemple par rapport au Tchad qui est mon pays d'origine, je me dis que si seulement nous on avait des cerveaux au Tchad comme au Cameroun, on ne va pas avoir cette dictature. Nous on a déjà le cœur, sauf qu'on n'a pas de cerveau. Excusez-moi, peut-être les Tchadiens vont s'énerver par rapport à ça, mais c'est une réalité. Mais au Cameroun, sauf qu'on constate que les Camerounais, le système mis en place par RDPC fait que les Camerounais sont un peu amorphes, ne réagissent pas du tout. Donc on ne les voit pas dans les manifestations africaines, on ne voit pas les Camerounais parler. Bon, même quand on parle au Cameroun, quand on parle un peu de RDPC, on parle un peu du... Les Camerounais se taisent. Ils se taisent par rapport à ça, ils ont peur. Ah non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment expliquer ce problème des intellectuels et des cadres camerounais? Ils comprennent les systèmes, mais qui ne les combattent pas. Ils s'en accommodent. Déjà, il faut savoir que l'Afrique ne va pas se développer, le Cameroun non plus ne va pas se libérer par les intellectuels. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien savoir que le problème de l'Afrique, ce n'est pas le manque d'intelligence. Ok? Je vais encore revenir sur ce que j'appelle la dette. Et c'est très important de le prendre au sérieux. La dette et la famine. Il y a de grandes sociétés transcontinentales dans le monde qui ont un seul objectif, c'est de maintenir les peuples africains dans la dette. Je vais vous prendre le cas simple du Cameroun. Quand Paul Biya emprunte 17 milliards pour pouvoir acheter des ordinateurs, au lieu de monter une usine d'ordinateurs. Quand il emprunte 75 milliards pour pouvoir monter une usine de montage de tracteurs, qui au final n'existe pas. Et que, toutes les banques du monde sont prêtes parce que tant que vous empruntez, vous donnez aux autres, aux cosmocrates, la possibilité de pouvoir avoir la main mise
sur le Cameroun, de pouvoir avoir la main mise sur votre économie. Et le plus simple aujourd'hui, ce n'est pas de se dire non, c'est juste la faute des dictateurs africains parce qu'ils sont des pions. Ce que je leur reproche à nos dictateurs africains, c'est de ne pas travailler pour le bien du peuple. C'est d'être des marionnettes à la solde de ces cosmocrates. C'est d'être des marionnettes à la solde des transcontinentales. C'est d'être des personnes qui sont là pour satisfaire des intérêts étrangers. Si à un moment donné, ils pensaient à la misère du peuple, il ferait très bien qu'au lieu d'acheter des ordinateurs, ce serait plus facile de monter une usine d'ordinateurs. Au lieu de tromper des gens à dire on va monter une usine de tracteurs alors qu'on sait qu'on vit dans un pays où la plupart des familles vivent avec 1000 francs CFA, combien d'agriculteurs sont capables d'acheter un tracteur? Vous voyez ce que je veux dire? Alors on pourrait mettre à la disposition des producteurs des semences. Par exemple, ils ont besoin de semences pour faire pousser le riz, pour faire pousser le manioc, pour faire pousser le plantain. Mais non, qu'est-ce qu'on essaye de leur vendre? On essaye de leur vendre des tracteurs. Et quand vous rentrez dans les accords de partenariat économique, vous vous rendez bien compte que les accords de partenariat économique ont un problème particulier. C'est qu'ils imposent le prix du cacao sur le marché international, mais à chaque jour, ils baissent ce prix. Mais qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils augmentent ces fameux prix de tracteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et si jamais on n'arrive pas à se rendre compte, à un moment donné, que ça passe par plusieurs étapes, la liberté du peuple africain. Il ne s'agit pas de démocratie, il ne s'agit pas de gouvernance. Parce que le problème de l'Afrique, ce n'est pas les routes, ce n'est pas les immeubles, c'est la famine, c'est la dette. Parce que l'intellectualisme, comme vous l'avez dit, est là. Mais l'intellectualisme ne sert à rien tant que 54% de votre budget sera toujours consacré à rembourser une dette qu'on vous force à prendre. Parce qu'on vous force à la prendre, cette dette. Ce n'est pas que vous voulez la prendre. Si vous ne la prenez pas, on vous l'impose. Bretton Woods va vous l'imposer. Le FMI va vous l'imposer. Vous aurez des ajustements structurels qui vont faire que vous êtes obligé d'emprunter. Et tant que vous empruntez, vous vendez votre liberté. Vous vendez votre capacité de production. Et on va choisir ce qui est bien pour vous. Mais aucun pays ne peut se développer. Vous êtes infantilisé plus ou moins. Aucun pays ne peut se développer tant qu'il compte sur la dette, tant qu'il compte sur l'aide au développement. Parce que c'est une grosse insulte. Et à chaque fois, on bloque les Africains dans l'emprunt et à l'aide du développement. Vous avez lu dans la presse. Le développement par l'aide ne peut jamais se faire. Ça, mais écoutez, clair, le sait. À chaque fois que vous arrivez au Cameroun, ou vous arrivez en Afrique, lorsqu'on a un problème d'élection, on attend que le représentant de l'ONU dise qu'il est d'accord. Que l'Union européenne, qui quelques temps après, ils vont vous dire « Oh, c'est une bonne élection et c'est quand même bien passé ». Mais le lendemain de l'élection, ils vont écrire que nous sommes dans une dictature, que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de liberté. Mais c'est eux qui vont à un moment d'abord valider cette élection. Nous, on vit en Afrique, on est arrosé par les médias français. Et vous vous rendez bien compte que la vérité sort de RFI, la vérité sort de France 24. Et quelle vérité? Et quelle vérité? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous prendre le cas du colonel Kadhafi. À un moment donné, on était tous là. Mais là, qu'est-ce que les dictateurs africains ont fait? Ils ont laissé le colonel Kadhafi se faire tuer par la France. Ils ont même aidé la France à le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pourquoi? C'est le seul mec qui s'est levé un moment et s'est dit « Moi, je n'ai pas un problème de démocratie, je n'ai pas un problème de liberté, j'ai un problème de développement. Et je peux organiser mon propre développement. J'en ai marre d'emprunter. Parce que ces mecs, on n'a rien à emprunter chez eux. Mais ils ont utilisé qui? Ils ont utilisé les présidents centrafricains, les présidents camerounais, le président sénégalais, pour pouvoir dire non, Kadhafi doit partir parce qu'il tue son peuple. Mais sans Kadhafi, on n'aurait jamais eu un satellite, vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Donc il faudrait bien qu'on sache qu'on vit dans un système d'autodestruction où on a fait de l'Africain l'acteur de sa propre destruction. Et c'est très important à comprendre. Il ne s'agit pas juste de se dire, si on enlève Idriss Déby au Tchad, ça ne va pas enlever la dette. Hein? Si on enlève Paul Biya au Cameroun, ça ne va pas enlever la dette.
ça ne va pas chasser Bolloré. Il est grand temps qu'on enlève les colonisés. Parce que notre problème, c'est qu'on est dirigé par des colonisés. On est dirigé par des gens qui ont grandi dans la colonisation, qui ont été colonisés par la pensée, qui ont été colonisés par la vision et qui ne peuvent pas regarder l'occidental dans les yeux et d'égal à égal. Ils ont un rapport de complexe. Ils ont un rapport complexé avec les dirigeants africains, avec les dirigeants européens. Donc il faut qu'on arrive à se libérer de ce complexe. Il faut qu'aujourd'hui des gens qui ont connu la liberté, qui ont fréquenté dans les mêmes écoles que ces dirigeants européens, qui ont le même niveau d'études que ces dirigeants européens, qui peuvent les regarder dans les yeux en leur disant, même à l'école, vous n'étiez pas plus intelligents que nous. Soyez un peu sérieux. On ne peut pas continuer à se piétiner dessus. Mais Hollande, qui, quand Paul Biya prenait le pouvoir, marchait encore en couche-culotte, est capable de le tapoter à l'épaule comme ça et de lui dire « Oh, mais t'es en pleine forme hein? !» Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je ne lui permettrai pas à Hollande de poser sa main sur mon épaule. Pas du tout. Je ne me permettrai même pas à un moment de regarder quelqu'un dont je doute du niveau d'intelligence, de pouvoir décider de ce qui est bien de mon pays. Tu vois ce que je veux dire? Il est grand temps qu'on arrête de penser que c'est aux autres de décider de ce qui est bien pour nous, de nous apporter la démocratie, de nous apporter le développement, de nous apporter à manger, parce que lorsqu'on vous apporte l'aide humanitaire, mais c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que ce sont ces grands producteurs américains qui vous font des jus d'orange à base d'OGM et qui ont voulu vendre lorsqu'on a déclenché la guerre dans votre pays. Je vais vous prendre le cas du Centrafrique, ce qui se passe aujourd'hui et qui est une catastrophe. C'est que la France a armé les anti-Balaka. Ils ont armé les autres et ils ont déclenché la guerre. Après, ils ont mis une dame qu'on appelle Catherine Sapa-Panza au pouvoir. Ils ont perfusé pendant 1 an, 2 ans le gouvernement. Ils ont payé les salaires, ils ont tout payé. Et puis après, on découvre un gisement de pétrole au Centrafrique. Malheureusement, c'est les Chinois qui l'ont découvert. Ils décident donc de l'exploiter. Et la France se met en colère. Et décide de dire non, c'est nous qui avons payé la facture pendant qu'il y avait la guerre. C'est nous qui avons payé les salaires des fonctionnaires pour pouvoir assurer la transition. C'est à nous d'exploiter. Parce qu'ils n'ont jamais attendu que vous rembourserez cette dette. Ils savent que vous ne pouvez pas la rembourser. Ils savent très bien que votre capacité de production et votre liberté est tellement nulle que vous ne pourrez pas en espèces rembourser votre dette. Et juste en fait, pour faire un break par rapport en fait à ce sujet et embrayer sur un autre, qu'est-ce que tu penses de mouvements citoyens africains, communément appelés les activistes politiques, qui essayent tant bien que mal d'apporter l'air grain comment dire, au moulin et faire en sorte que la population prenne conscience. Tu l'avais évoqué tout à l'heure, tu disais que le problème des dirigeants africains, c'est qu'en fait, ils martyrisent en fait leur peuple. S'ils travaillaient un temps soit peu pour l'épanouissement social, intellectuel de leur peuple, on ne serait pas en train de parler d'aujourd'hui. Mais c'est parce qu'ils font l'exact contraire. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Et la deuxième question, c'est sur c'est que Iba a soulevé tout à l'heure et qui me renvoie à une espèce de... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... J'ai discute souvent avec certains occidentaux et qui pensent que nous sommes dans une espèce de victimisation permanente, que les nègres n'arrivent pas à s'élever au-dessus de sa condition de colonisé pour s'affirmer en tant que tel, en tant qu'être indépendant sur le plan intellectuel et de pouvoir échafauder un système qui va lui permettre en fait d'amorcer un développement. Ils disent qu'à chaque fois on est là pour dire c'est l'Occident qui fait ça, c'est l'Occident qui fait ci, alors que nous-mêmes on ne fait rien pour que les choses changent. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux questions? Et j'aimerais que tu commences par la dernière. Je crois que ce qui est une vérité vraie, c'est qu'on est dans la merde parce que ça arrange les intérêts des Occidentaux. Ça, c'est très important, déjà. Ce serait naïf de pouvoir mettre ça de côté. Tu vois ce que je veux dire? On a un énorme problème avec les Occidentaux, on a un énorme problème avec les cosmocrates occidentaux, parce que ces pays tirent leur puissance et leur richesse des ressources africaines.
Ils tirent leur force de la faiblesse mentale des Africains. Ils tirent leur force du piège dans lequel ils ont trempé les Africains et où ils ne peuvent en sortir, quoi qu'on fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et maintenant, ils organisent des mécanismes pour pouvoir se dédouaner intellectuellement parce qu'il y a une grosse tromperie intellectuelle qui existe. C'est ça qui me fait embrayer sur les mouvements citoyens africains. Les mouvements citoyens, c'est quoi? Les mouvements citoyens sont comme la diaspora. Parfois, on essaie de nous faire croire que la diaspora peut développer l'Afrique, que la diaspora a les moyens de sortir l'Afrique de la merde. Mais non, il faut qu'on arrête de se tromper. Et les mouvements citoyens, c'est pareil, parce que le problème de l'Afrique est politique. Le problème de l'Afrique n'est pas économique. Le problème de l'Afrique est politique. C'est un problème de gestion et de décision politique. Les mouvements africains jouent un rôle, ce qui permet d'évacuer les frustrations. C'est-à-dire, quand vous prenez un mouvement comme le Balai citoyen au Burkina, ça a juste permis de libérer le peuple d'une dictature de Blaise Compaoré. Quand vous prenez le Y'en a marre au Sénégal, ils ont juste permis de se débarrasser de Wade. Mais on a mis qui à la place? Au Burkina Faso, on a mis des compaoristes. Parce que Kaboré, il n'est pas très différent. Il était dans le gouvernement de Blaise Compaoré. Il était secrétaire général du parti de Blaise Compaoré. Donc, si à un moment donné, les gens qui pensent avoir une idée de développement du Cameroun, de l'Afrique, s'écartent de la gestion politique, se disent, nous on est des balayeurs de dictateurs, nous on est des chasseurs de présidents, mais nous on n'est pas prêts à faire le travail nous-mêmes, on va toujours pousser les autres à faire le travail, mais il y a de fortes chances qu'on soit en train de se tromper. Oui, mais justement, ce que tu es en train de dire, c'est bien vrai, mais sauf que nous sommes aujourd'hui dans une certaine posture où, tout à l'heure, je discutais avec le grand frère qui est à côté, où on était en train de dire justement que au début, il y a des personnes qui se sont battues pour l'indépendance de leur pays. On a entre autres comme comment on appelle celui de Zimbabwe, Robert Mugabe. Robert Mugabe qui s'est battu et autres. Aujourd'hui, Mugabe, malgré ce qu'il est en train de faire, il a mis quand même sa population dans une certaine position de merde totale. Et moi, personnellement, je suis activiste. Mais je me dis que mon rôle à moi, il s'arrête au niveau de l'activisme. C'est pas pour aller demain prendre le pouvoir ou me mettre au pouvoir. Non, c'est être les garants. Quand tu parles des ballets citoyens, les ballets citoyens, aujourd'hui, personnellement, les amis qui sont dans le ballet citoyen, ils sont beaucoup déçus. Ils ont fait un travail de conscientisation et d'accompagnement du peuple afin de renvoyer, de chasser le dictateur. Naturellement, puisque le dictateur, il est parti, c'est les politiques qui ont pris la relève. Moi, la nuit où le président Roch Kaboré a été élu, j'ai envoyé un message à un ami qui est leader de ballet citoyen. Je lui ai dit, ah, comment ça se passe cette élection? Il me dit, quand nous montrons la voie de la démocratie, le peuple choisit Roch Kaboré. Donc pour lui, c'était une frustration aussi. Eux, ils ont fait leur travail en tant qu'activistes, c'est-à-dire en tant que conscientiseurs pour accompagner. Maintenant, c'est le peuple, et le peuple ne peut faire qu'avec les moyens. Aujourd'hui, toi, Valsero, tu es connu, tu te bats pour le Cameroun, tu as écrit plein d'autres des chansons, lettres adressées à Paul Biya et autres. Mais demain, naturellement, ton message, il est en train de passer. Aujourd'hui, tu es très connu dans ton pays par rapport à ce que tu fais. Mais c'est pas toi, Valsero, qui va te présenter demain si Paul Biya est chassé, si les gens sortent dans la rue. Peut-être c'est pas toi, Valsero, qui va être candidat pour prendre la place de Paul Biya. Pourquoi non? Non, non, je dis... Non, Abel. Oui. Pourquoi non? Pourquoi c'est pas moi, Valsero? Pourquoi c'est que je dois aller chercher un autre membre du gouvernement de Paul Biya qui a volé avec lui pendant des années pour venir le mettre là? Exactement. Pourquoi après tant d'années d'études, pourquoi après autant de réflexions, pourquoi après autant de recherches, pourquoi à un moment je dois me complaire dans une position improductive? Pourquoi je dois m'imaginer qu'à un moment donné le travail doit être fait à moitié? Parce que c'est ça le problème des mouvements citoyens. Ils font le travail à moitié. Et chaque travail qui est fait à moitié ne peut aboutir à un bon résultat. Il faut pouvoir penser un développement jusqu'au bout. Il faut pouvoir penser une activité du début à la fin. Quand vous pensez enlever un dictateur au pouvoir, il faut avoir en idée qui va remplacer ce dictateur. Il faut que les Africains commencent à mettre leurs compétences au service de l'Afrique.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais il nous faut du courage. Valsero, là-dessus, je vais intervenir. Tu dis qu'il faut que les Africains, ou on va dire la diaspora, mettent ses compétences au service de l'Afrique. Non, les mouvements citoyens. Voilà, les mouvements citoyens, ils peuvent être de l'intérieur comme de l'extérieur. On en voit très bien, nous on en fait partie, mais c'est à partir de l'extérieur qu'on essaye d'agir sur les consciences intérieures. Et ça marche. On voit que les gens adhèrent un petit peu à ce qu'on dit. On n'a pas la science infuse, mais on essaye du mieux possible de diffuser un message d'espoir. Les gens n'adhèrent pas. Ils sont d'accord. Oui, ils sont d'accord. Parce que c'est des constats. Ouais. C'est des constats. Quand vous dites qu'il y a la famine, on n'invente rien, ça se voit. Ça se voit. Quand on dit qu'il y a une dictature, on n'invente rien. Ça se voit aussi. Ok, ça se voit. On n'est pas en train d'inventer le fil à couper le beurre. Mais maintenant, on a un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? On a un problème d'hommes déterminés. On a un problème de personnes libres. On a un problème de personnes indépendantes. On a besoin des gens non colonisés. On a besoin des gens qui, s'ils sont capables de risquer leur vie pour l'Afrique, qui puissent risquer leur vie jusqu'au bout. On a un problème de courage. Les gens ont peut-être des problèmes, ils n'ont peut-être pas le courage de faire le travail. Parce que le travail n'est pas simple. Aujourd'hui, c'est très facile de chasser un dictateur, mais c'est difficile de construire un pays. Si on a pris sur nous de pouvoir faire le travail, il faut qu'on soit capable de faire le travail jusqu'au bout. Les mouvements citoyens, c'est faire ce qu'aujourd'hui, très naïvement, c'est pas un bon exemple. Ce qu'ils sont en train de dire, faire le service après-vente. Mais vous voyez très bien que tant que le service après-vente n'est pas réglé, vous ne pouvez pas arriver à un développement. Prenez un peu les mouvements dans le monde arabe. Le service après-vente n'avait pas été organisé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la Libye, regardez la Tunisie, regardez l'Égypte. Pourquoi? Parce que le service après-vente est assuré par les personnes qui ont organisé la rébellion et la révolution. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas été préparés justement à cela. Non, parce qu'ils se sont juste mis dans une situation où il faut chasser, mais ils n'ont pas pensé à la reconstruction. Quand les États-Unis sont allés bombarder l'Irak, ils ont pensé à la reconstruction. Ils ont cassé toutes choses en sachant que c'est nous qui allons encore reconstruire les immeubles. Ça va nous rapporter de l'argent. Si nous chassons un dictateur, nous devons pouvoir penser à qui? Vous ne chassez pas quelqu'un pour laisser la maison vide au prochain voleur qui revient. Vous voyez ce que je veux dire? Vous chassez un voleur pour protéger la maison. Vous ne pouvez pas chasser un voleur et laisser la maison à la merci du prochain voleur. C'est ça le problème. Le problème, en fait, si on essaie de revenir à l'Afrique, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, l'efficacité ou la faisabilité, comment dire, de l'efficacité du combat citoyen ou de l'activisme politique sur le terrain en Afrique n'est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants qui sont là, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, il y a quelques personnes, c'est vrai, comme toi, ou d'autres personnes qui sont sur place et qui essayent de porter un discours juste, qui disent la vérité, qui essayent de réveiller le peuple. Mais dans certains pays, c'est complètement difficile. Les régimes font en sorte que ces personnes-là ne puissent pas avoir droit au chapitre. Ça, c'est vrai ou pas? Mais évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Que les dictateurs vont nous dérouler le tapis rouge? Mais que faire face à cette difficulté-là? Que faire? Parce que faut se le dire, les activistes, les artistes, parce que quand on parle du Cameroun, il y a des activistes quand même, des artistes qui ont parlé, qui ont fait des choses. Je vais citer, quand je cite les Camerounais qui agissent positivement dans la conscientisation du peuple camerounais. On a par exemple l'apéro de Manga, paix à son âme, qui est mort, qui au final s'est retrouvé aux États-Unis parce qu'il n'était plus le bienvenu au Cameroun. Toi, Valsero, après ta lettre qui n'a pas eu de réponse, tu as envoyé encore une deuxième lettre à Paul Biya, et maintenant tu as dit le second c'était Président, j'attends ta réponse, c'est ça, où tu attendais aujourd'hui, toi tu n'es plus le bienvenu normalement au Cameroun, tu vois, parce que ta sécurité elle est menacée, tu te retrouvé aujourd'hui loin du Cameroun et autres. Toutes ces réalités, ça fait que effectivement nous activistes, nous qui manifestons, nous qui nous battons pour nos pays, on n'est plus les bienvenus parce que les dictateurs nous chassent. Donc qu'est-ce que tu en penses de tout ça, franchement?
Moi, je crois personnellement qu'il ne faut pas attendre des qui nous fassent des bises. C'est ça qui est très important. C'est ça qui rend notre travail très compliqué. Parce que si c'était aussi simple qu'on pouvait juste rester en Afrique et gueuler notre haine sans rien risquer, on n'aurait pas un grave problème et le problème des dictateurs n'existerait pas. Mais il est important aujourd'hui qu'on sache que le risque est à hauteur de la tâche qui est la nôtre. Et la première chose qu'on risque, c'est nos vies. On n'a que ça à donner. On donne nos vies pour la liberté. On donne nos vies pour le bien-être de nos concitoyens. On donne nos vies pour le bien-être de nos compatriotes. Et si aujourd'hui on commence à avoir peur pour nos vies, il y a de fortes chances que voilà, on ne s'en sorte pas, on n'atteigne pas facilement le résultat parce qu'on va donner au dictateur la pression dont il a besoin pour pouvoir nous faire taire. Vous voyez ce que je veux dire? On a une énorme responsabilité. On dit soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et c'est très dur de le faire à moitié. Je comprends. Regardez où on est. On gueule notre haine à partir de l'Europe. Mais il nous faut suffisamment de courage. Il nous faut encore plus. Il nous faut descendre sur le terrain. On ne réglera pas le problème seulement dans l'activisme. Il faut qu'on descende sur le champ politique. Il faut qu'on mobilise. Il faut qu'on forme. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on se mette au service et il faut qu'on donne de notre personne pour qu'à un moment donné, parce que ça ne se fera pas sans mort d'homme. Il est grand temps que nous, activistes africains, on se rende compte que le développement de l'Afrique ne passera pas sans mort d'homme. Tant qu'on va continuer de courir à travers le monde par peur pour notre vie, il y a de fortes chances que Paul Biya reste encore 30 autres années au pouvoir et Idriss Déby en reste 25 autres années au pouvoir. Le prix de la liberté est le sang. Il n'y a aucune liberté sans sang et sans mort d'homme. Malheureusement, mouvement citoyen, activistes, on a tous encore, et osons nous l'avouer, on a un peu trop peur pour notre vie. Ce qui fait que l'angle de vue dans lequel on met, à travers lequel on mène notre combat fait qu'on peut dire le chien aboie, la caravane passe. Qu'est-ce que nos gouvernements font? Ils dressent nos frères du pays contre ceux de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, eux, ils sont allés à l'étranger. Ils gueulent comme ça parce qu'ils sont à l'étranger. Eux, ils vivent bien. Et vous, vous souffrez. Il ne faut pas les suivre. Il faut descendre sur le terrain de la lutte. Il faut se donner l'intelligence nécessaire. Il faut mobiliser les forces nécessaires pour pouvoir offrir aux dirigeants africains, pour pouvoir offrir à l'Afrique des dirigeants non colonisés qui peuvent regarder les cosmocrates dans les yeux et leur dire, cette dette, on ne la paye pas. Le Cameroun ne peut pas devoir l'argent à l'Union européenne. Le Cameroun ne saurait devoir l'argent à la France. Parce que la France pille le Cameroun. Parce que la France pille le Tchad, le Congo, et si aujourd'hui on n'a pas un dirigeant capable de regarder Hollande, l'Union européenne, le FMI, Bretton Woods, l'Organisation internationale du commerce dans les yeux en disant on ne paye pas. Si on ne peut pas se mettre ensemble, le Cameroun, le Tchad, le Congo, le Gabon, et dire le franc CFA, on n'en veut plus. Parce que le Cameroun seul n'en sortira pas. Le Tchad seul n'en sortira pas. Je me rappelle encore une phrase de ce dictateur africain que j'avais trouvé quand même très intelligente. C'était Idriss Déby qui avait dit il est peut-être temps que voilà, le problème, il est peut-être temps que le problème du franc CFA arrête d'être un sujet tabou. Tu vois ce que je veux dire? Je connais très peu de dictateurs africains capables de prononcer ne serait-ce que cette phrase. De dire il est temps que le franc CFA arrête d'être un problème tabou. Il a été rappelé en France. Il a été rappelé en France. Ses patrons l'ont redressé clairement et lui ont dit on ne sait pas ce que tu as vu fumer, c'était peut-être la moquette, mais il est grand temps que tu arrêtes tes délires de fumeur. Oui, par rapport
en tant qu'activiste tchadien, connaissant le stratège tchadien qui est à la tête du Tchad, Idriss Déby, son discours, c'était un discours à une certaine époque où il fallait montrer une image, avoir une posture panafricaniste et autres. Parce que cette question de franc CFA. Abel, s'il te plaît. Si la position panafricaniste de nos présidents africains pouvait durer, si elle pouvait durer, c'est ce qui serait magnifique. Oui, mais parce que qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait dit? Après qu'il ait dit, si jamais il avait eu un bon retour de la part de ses pairs africains, par exemple, des présidents Paul Biya et les autres, s'il avait eu un bon retour de la part des activistes africains, s'il avait eu un bon retour... Les activistes africains étaient enthousiastes, ils l'ont soutenu. Oui, je veux dire très simplement par rapport à cette question de franc CFA. Parce qu'on n'a pas besoin de menacer la France, de dire que oui, il est temps de faire ça. Non. Moi, je dis, c'est un exemple tout simple. Moi, Abel, je suis président de la République du Tchad. Je dis, par exemple, que le 15 octobre, le Tchad va sortir de franc CFA. Tu es chef de l'État, tu n'as même pas besoin de faire des menaces. Le 15, c'est dans 5 jours. Je dis, le 15, le Tchad va sortir du franc CFA. C'est-à-dire qu'on va s'allier, par exemple, au Nigeria, à l'utilisation de Naira pendant un certain temps. Parce que, tu vois, non, mais oui, oui. La banane plantain au Cameroun. Et crois-moi, ton Naira ne permettra pas d'acheter la banane plantain au Cameroun. Et ton nouvel argent que tu vas utiliser ne te permettra pas. Il faut que le Cameroun soit d'accord avec toi. Il faut que le Gabon soit d'accord. Il faut que le Congo soit d'accord. Parce qu'ils sont tombés tous dans le même piège au même moment. Et le Nigeria, comment est-ce que le Nigeria achète sa viande au Nord Cameroun? Le Nigeria n'achète pas sa viande. Non mais je donne juste un nom. Le Nigeria, comment le Nigeria partage-t-il son économie avec ses pays voisins comme... Mais il a une banque centrale indépendante, il frappe la monnaie comme il veut. Étant Camerounais, il faut prendre des actes. Étant Camerounais, Abel, étant Camerounais, tu ne peux pas acheter un morceau de sucre au Cameroun avec le Naira. Impossible. Ok. Et je vais même te dire quelque chose qui est terrible. C'est que si jamais on te surprend à la frontière Cameroun, Nigeria, avec un sac de Naira, on te l'arrache. Ah non, à moins que je ne le sache pas, mais je sais que les dernières fois où j'étais à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, j'ai utilisé le Naira entre protocole et autres. Ça s'utilise dans toutes les zones frontalières, ça se fait. Bon, là n'est pas la question. C'est ce qu'on appelle le phénomène des bibi. Soyons sérieux. Là n'est pas la question. Moi, je dis qu'il est temps que les panafricanistes, ces chefs d'État africains, arrêtent de faire semblant de menacer la France, de sortir de ces pas. Aujourd'hui, Abel, attends, reviens sur terre là. Attends une seconde, je vais embrayer. Renversons la perspective. Récemment, Sarkozy avait fait une sortie dans un journal dans laquelle il disait clairement qu'il est hors des questions que les anciennes colonies africaines, françaises de l'Afrique sortent de la zone franc. Et il a dit les anciennes colonies. Ouais. Aujourd'hui, il a dit les anciennes colonies. Mais on est des colonies. Qu'est-ce que tu crois qu'on est? Qu'est-ce que tu crois qu'on est? On est des provinces. Aujourd'hui, le chef d'État africain, comme Idriss Déby, quand il a tenu ce discours en disant que... C'était opportuniste, c'était calculateur. Mais vous avez vu le tollé, le soutien du peuple africain. Exactement, les Africains l'ont soutenu. C'est pourquoi je dis... Mais il n'y a pas eu de suivi. On ne dirige pas un État par référendum. On ne dirige pas par référendum. Le peuple africain a peut-être bu de la bière en disant enfin une parole sensée. Mais les intérêts qui unissent les différents pays qui utilisent le franc CFA ont été sourds. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te prendre le cas du Brexit. Les Anglais, on a fait voter des vieux conservateurs. Et l'Angleterre est sortie de l'Union. Tu vois ce que je veux dire? Quelque temps après, les jeunes qui ne s'intéressaient pas à la chose politique
ont même voulu recommencer l'élection pour dire « Oh, on a fait une erreur, on aurait dû y aller ». On ne dirigeait pas un peuple par référendum. Il y a des décisions qui ne sont pas des décisions de peuple, qui sont des décisions des gestionnaires et d'appareils étatiques. Par exemple, sortir du franc CFA ne peut pas être une décision du peuple. Pour la simple raison que le nombre de compromis qui ont déjà été faits pendant toutes ces années, le nombre de dettes, l'emprunt, je vous ai dit, je ne connais pas pour le Tchad, mais pour le Cameroun, je vous promets que tant que 54% de notre budget sera l'égal de la dette extérieure du Cameroun, on ne pourra pas avoir le pouvoir de dire aujourd'hui on va sortir du franc CFA. Et dire qu'un jour on va la rembourser serait un mensonge. Parce Sankara l'avait proposé. Parce que il avait proposé que les pays africains ne payent pas leurs dettes à la Banque mondiale et au FMI. Alors il faut que nos États, il n'a pas été suivi. Il faut que nos États, nos dirigeants, c'est pour ça que j'ai dit qu'il nous faut des non-colonisés, qui ne soient pas choqués par les décisions à prendre et qu'on ne les prenne pas pour des fous. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que nos dirigeants, ensemble, tant mieux. Pas ensemble, parce qu'on ne peut pas avoir ensemble. Un pays seul, c'est l'Afrique avec la même maladie. Crois-moi, le palu se soigne avec le même médicament au Tchad qu'au Cameroun. C'est-à-dire que si jamais on n'arrive pas, nos dirigeants n'arrivent pas à se mettre ensemble et disent on ne paye pas, on sort de là. Vous pouvez tomber, sauter, caler en l'air comme chante une salope de mon pays. Bah, il y a de fortes chances que bah, voilà, on n'y arrive pas. Et c'était voulu. Lorsque la France, dans le découpage, a créé les mêmes documents administratifs, la même procédure administrative, parce que vous savez, le même formulaire d'acte de naissance, par exemple, formulaire d'état civil, par exemple, papier administratif, douane, impôt. C'est la même formule qu'on a au Tchad, au Cameroun, au Congo, au Gabon, calqué sur un formulaire français. Oui, ok, voilà. Donc, ce que Valsero, tu es en train de dire, il faut que... non, ce que tu es en train de dire, c'est que j'ai eu une réponse, j'ai eu une question de FE, mais je n'arrive pas à voir puisque j'utilise mon téléphone. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on est en train de dire qu'il faut que les pays se mettent d'accord. Il faut que les pays se mettent d'accord. Aujourd'hui, sur les 16 pays, 17 pays, y compris la Guinée, colonisée par la France, la Guinée de Sékou Touré a été le seul pays à avoir dit non à la France en 1958. Mais les autres pays, ça fait aujourd'hui 58 ans. Les autres pays jusqu'à là n'ont pas suivi encore la Guinée de Sékou Touré. Donc c'est pourquoi, mais la Guinée est partie sur cette base. Si nous, aujourd'hui au Tchad, on se dit non, il faut qu'on se mette d'accord d'abord avec Paul Biya. Tu as dit un mot très important. Il faut un fou pour prendre des décisions contre ces puissances-là. Il faut arriver à dire non à ces puissances parce qu'on n'arrivera jamais à avoir le consensus. Tu prends juste l'Afrique centrale. Pour la libre circulation, il nous a fallu combien d'années pour arriver à se mettre d'accord pour le passeport? Parce que les Gabonais disent que non, les Guinéens disent que non, qu'ils vont être envahis par les Camerounais et autres. Non, j'arrive. Donc il faut juste un pays, un chef d'État disent que non, je me retire de franc CFA. Les autres, s'ils veulent suivre, tant mieux. S'ils ne suivent pas, au moins le chef de l'État, il est sorti. Non, ils vont lui organiser la guerre. Kadhafi. Mugabe, ils ont voulu lui organiser la guerre depuis, mais Mugabe a dit non, je récupère les terres, je donne aux paysans de mon pays. Aujourd'hui, même si les Zimbabwéens vivent dans une certaine situation de misère extrême et autres, oui, mais au moins il a récupéré la terre. Qu'ils le veulent ou pas, un jour ou l'autre. La terre, ça ne peut pas te nourrir. Mais et Cuba, aujourd'hui, toi tu vis à Cuba. Mais Cuba, ils ont tenu tête aux États-Unis pendant presque 50 ans. Aujourd'hui, les États-Unis sont obligés de se plier et de venir négocier avec Cuba. Donc pourquoi est-ce que les États africains ne le font pas? Il suffit de tenir tête à ces pays occidentaux. Il ne faut pas peut-être pas mélanger. Cuba vit une extrême pauvreté. Cuba aujourd'hui est obligé d'ouvrir. Cuba aujourd'hui est obligé de subir et Cuba va connaître sa première guerre civile. Pour la simple raison qu'ils ont tenu pendant 50 ans et 50 ans après ils ont lâché. Ok? Ils ont été asphyxiés
au point de lâcher. Ok? Il ne faut pas se tromper. La réalité est froide. Cuba n'ouvre pas pour leurs bons yeux. Ils n'ouvrent pas parce qu'ils le veulent. Ils ouvrent parce qu'ils en ont marre d'avoir faim. Ils ouvrent parce qu'ils en ont marre de rouler en old-timer. Ils ouvrent parce qu'ils en ont marre de manger du riz sans sauce. Ils ouvrent parce qu'ils en ont marre de ne pas avoir des épices et des condiments parce qu'ils sont une île et qu'ils ne peuvent pas avoir de la sauce. Ils sont obligés d'ouvrir parce qu'ils crèvent de faim. Ils ont un pays de la monoculture. Et après cette monoculture, ils n'ont plus rien. Détrompons-nous. On a un réel problème. C'est qu'on n'a pas été pris individuellement dans les taux des cosmocrates et du capitalisme. On a été pris globalement. Et c'est globalement qu'on en sortira. Il est grand temps que l'Afrique s'unisse et qu'on arrête cette histoire d'Union africaine financée par l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un représentant de l'Union africaine lorsqu'on fait les assises de l'Union européenne? Mais non, il y a un observateur de l'Union européenne quand on fait des assises de l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine met un franc pour le fonctionnement de l'Union européenne? Non. Mais l'Union européenne finance pratiquement 60 à 80% de l'Union africaine. C'est l'argent de l'Afrique. C'est la dette. Il nous la donne sous forme de dette. Il est très important qu'aujourd'hui, si jamais on peut s'arrêter là-dessus, on a deux problèmes en Afrique et deux pièges en Afrique. C'est la dette et la famine. Le jour où on arrêtera d'emprunter, le jour où l'Afrique va pouvoir manger à sa faim, produire donc de quoi manger, peut-être qu'on pourra regarder nos cosmocrates et nos dictateurs dans les yeux en leur disant on n'en veut plus. Le jour où on ne pourra plus rester dans un pays, parce que si on vous fait croire, comme l'Occident veut nous faire croire que c'est la démocratie, soyez quand même drôle. Regardez les États-Unis. Un mec est président à la place de son père. Un autre mec est président, après c'est sa femme. Non, si on était en Afrique, ce serait la fin des temps. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aimerais, sans te couper la parole, j'aimerais revenir encore une fois sur les mouvements citoyens en Afrique. Je n'arrive pas en fait à comprendre le fait qu'il y ait une disparité, soit qu'on est en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, en termes d'évolution de ces mouvements-là. Quand on voit bien l'exemple qui t'a donné tout à l'heure et qui n'est pas très réluisant, que ce soit le ballet citoyen ou Y en a marre, qui ont fait quelque chose, allez, on va dire qu'il y a un goût d'inachevé dans ce qu'ils ont fait. Mais n'empêche qu'ils ont quand même fait. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique centrale, que ce soit au Tchad, au Cameroun, au Congo-Brazza et même Congo-RD, pourquoi est-ce que le mouvement citoyen n'arrive pas à émerger? Où est-ce que se trouve le blocus? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire sauter le verrou de ces blocus-là pour permettre une émergence des sociétés civiles qui sont prêtes à en découdre en fait avec les régimes en place, comme l'ont fait leurs consoeurs de l'Afrique de l'Ouest? Moi, je crois qu'il n'y a pas de formule toute faite. Hein. C'est peut-être ça la réponse. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de formule toute faite. Parce qu'à un moment donné, il est peut-être grand temps que les peuples africains décident de mettre à leur tête des personnes qui travaillent pour le peuple. C'est-à-dire quand... Est-ce que c'est le peuple qui met des personnes? Tu viens de dire tout à l'heure qu'en fait, tout le malheur de peuple africain, et notamment de l'Afrique centrale, est lié à sa proximité avec l'Occident. Non, mais quand je dis c'est un problème, quand je dis que c'est un problème du peuple, je vous ai pris l'exemple. Au Cameroun, on est 25-27 millions d'habitants. OK? Et on a sur les listes électorales 3 à 4 millions d'inscrits. Par exemple, ça veut dire que le peuple ne participe pas. Non, il ne participe pas. Le peuple ne vote pas, le peuple est trop occupé à crever de faim. Le peuple est trop corrompu. Il faut que les Africains se regardent dans les yeux. Ils sont corrompus. Ils veulent du poisson, ils veulent du riz pour pouvoir voter. Donc ils sont corrompus. Ils ne votent pas pour les convictions. Ils ne votent pas pour le développement de l'Afrique. Il est grand temps que, à leur âme inconscience, le jour où un dirigeant aura été sûr et certain qu'il a été élu par le peuple, il va travailler pour les intérêts du peuple. Oui, tant que ces gens ont l'impression et savent par qui ils sont élus et par qui ils sont maintenus,
au pouvoir, ils travailleront toujours pour les personnes qui les maintiennent au pouvoir. Si la France ne maintenait pas Idriss Déby, Paul Biya, Sassou Nguesso, Ali Bongo, Kabila au pouvoir, s'ils ne les maintenaient pas au pouvoir, si ce n'était pas eux, ils travailleraient pour le peuple. Ok? Donc si jamais ils n'ont pas besoin de vous, parce que nos dirigeants africains ont réussi à démontrer qu'ils peuvent être présidents sans avoir besoin du soutien du peuple. Exactement. Oui, moi je vais donner deux exemples. Oui, par rapport à ce que Valsero, tu viens de dire, il y a deux cas de figure en Afrique. On a par exemple l'Éthiopie qui est l'un des pays les plus pauvres dans le monde. L'Éthiopie a lancé un programme depuis plus de 8 ans pour l'électrification de leur pays. C'est-à-dire faire le plus grand barrage qui pourrait permettre à tous les Éthiopiens d'avoir accès à l'électricité. Ça devrait être financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit non. Ça devrait être financé par l'Union européenne. Ils ont dit non. Qu'est-ce que les Éthiopiens ils ont dit? Nous allons nous-mêmes financer ce plus grand barrage pour notre pays. Pourquoi ils sont allés d'abord demander à la Banque mondiale mais justement, non, mais c'est pas ça. Ils sont allés demander quand les autres ont dit non, et à un moment ils disent ok, maintenant on va le faire. Non, mais c'est pas ça, Valsero, c'est pas ça. C'était que c'est les dirigeants. Quand les dirigeants ont fait, c'est une question d'information. Il faut répartir vers les peuples. Quand les dirigeants sont répartis vers les peuples, leur expliquer la nécessité d'avoir de l'électricité parce que on ne peut pas expliquer le développement et autres. Non. Est-ce qu'on peut t'expliquer la nécessité de l'électricité? Est-ce qu'on a besoin de te l'expliquer? Non. Si on coupe le courant ici, mais toi, tu connais la nécessité. Mais tout le monde qui au moins écrit et lit a besoin d'écouter de la musique, brancher un congélateur, faire l'électricité, c'est vital. Oui, mais toi tu connais. Mais le paysan, parce que l'Éthiopie, c'est pas. Mais le paysan en a encore 2 fois plus besoin. Mais il faut lui expliquer la nécessité et pourquoi le paysan doit contribuer pour avoir de l'électricité. Mais quand le gouvernement éthiopien l'a fait, les Éthiopiens ont décidé eux-mêmes de contribuer et ça fait des années. Moi, quand j'ai vu le reportage à la télé, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit, je suis africain, je suis tchadien, ce projet m'intéresse, je vais aller moi-même aider avec le peu de moyens que j'ai pour aider, ne serait-ce que même 1 euro symbolique pour ce projet. On prend un exemple, ça c'est le gouvernement, des personnes qui sont capables d'expliquer les choses à leur peuple. Le deuxième cas de figure que je vais donner, c'est le cas par exemple du président béninois Talon, qui c'est quelqu'un qui a été élu, qui a tous les avantages, toutes les richesses. Aujourd'hui, Bolloré, il a dit niet à Bolloré. Il dit le port de Cotonou, je ne vais pas le donner à Bolloré. Ça va rester béninois. Et à la limite, si le Bénin n'a pas les... Si la Libye n'a pas les moyens, si le Bénin n'a pas les moyens, je vais donner ça à un investisseur africain au lieu de donner ça à la France et à Bolloré. Tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est arrivé à dire non. Ils vont le tuer, peut-être. Mais quand même, il a dit non. L'exemple, il est simple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme le Cameroun, un pays qui a 27 millions d'habitants, un pays qui fait presque 2 fois la France, est dirigé par un Français? Le chemin de fer de Cameroun, c'est Bolloré qui gère ça. Le port autonome de Cameroun, c'est Bolloré qui gère ça. Le bois du Cameroun, oui, mais c'est Bolloré qui gère ça. Aujourd'hui, je me dis... Oui, comme au Tchad, comme au Centrafrique, comme au Congo, comme au Gabon. Oui, mais pourquoi est-ce que la jeunesse africaine ne peut-elle pas dire non? Il faut qu'elle entre en politique. Il faut qu'elle arrête juste l'activisme et qu'elle entre en politique. Parce que la jeunesse africaine ne va pas sortir de son petit quartier, là où elle vit, pour venir discuter avec les institutions de Bretton Woods. Parce que les jeunes Africains bloqués à chercher du travail. Est-ce qu'elle ne peut pas forcer la main de ses dirigeants à rompre? Mais elle ne vote même pas. Elle n'est pas intéressée. Un peuple qui a faim ne s'intéresse pas à la politique. Je te l'ai dit, il y a 2 choses qui bloquent le peuple dans la misère, la famine et la dette.
Tant que les peuples africains auront faim, ils ne vont pas s'intéresser à la politique, ils seront trop occupés à chercher à manger. Qui nous nourrit? Mais on est perfusé par ces jus d'orange venus de je ne sais pas n'importe où. Mais on a tout ça au Cameroun, naturellement dans la forêt camerounaise. On a le macabo, on a les bananes, on a les avocats. Mais la plus grande société de bananerais du Cameroun appartient aux Français. Et qui travaille dans ces Ok, il faudrait bien que vous vous en rendez compte. Exactement. Tu sais, Abel, là on est un peu en train de se perdre parce qu'on parle de manière très passionnée. J'aimerais bien qu'on soit un tout petit peu posé. Ouais. Il faut dépassionner un peu. Il faut dépassionner un peu le truc. Mais Abel est toujours passionné. Et il est très important qu'on arrête de donner des tonnes d'informations contradictoires au peuple africain. Il faut qu'ils sachent où ils ont un problème et quel est le problème. Et à mon humble avis, comme je le dis, notre problème, c'est la famine et la dette. La famine nous force à emprunter. Les peuples africains crèvent de faim et les cosmocrates nous forcent à emprunter. Et la solution? La solution est justement dans la position où, pour moi, à mon humble avis encore, il faut mettre à la tête de nos États des présidents qui travaillent pour le peuple africain. Il est grand temps que les dirigeants africains s'unissent. Même l'Union européenne a été obligée de s'unir pour tenir. Donc vous ne pouvez pas croire que de manière individuelle comme ça, disparate, chaque petit pays va pouvoir s'en sortir. Même les pays européens ont été obligés de se mettre ensemble pour faire l'Union européenne. L'Angleterre aujourd'hui souffre parce qu'ils sont sortis de l'Union. Donc il faut bien que la première chose, c'est une réelle union en Afrique. Déjà, ça c'est très important, qu'on arrête d'avoir faim, qu'on installe la libre circulation des personnes et des biens, qu'on puisse créer un réel marché africain, qu'on puisse créer cette fameuse dynamique africaine qui permettrait de créer le bloc suffisamment fort pour dire non. Parce que tant qu'on n'a pas créé le bloc suffisamment fort pour dire non, individuellement, on n'y arrivera pas. Ce que je trouve un peu contradictoire dans le débat que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire que d'un côté, nous disons que c'est ces puissances-là qui décident de qui va nous diriger. Bien sûr, parce qu'ils nous ont divisés. Oui, mais en même temps, nous disons... Ça, c'est le secret des polichinelles, tout le monde le sait. Mais en même temps, nous disons que ce sont qu'il faut qu'on s'unisse. Mais qui va s'unir du moment où on dit que le peuple ne vote pas? Hein? De deux, on dit que ce sont ces blocs-là qui... le peuple veut le passeport CEMAC, par exemple. Et c'est aux dirigeants africains. Si les cosmocrates ne les forçaient pas à dire non, les dirigeants africains auraient déjà mis sur pied ce passeport qui favorise la libre circulation. Le peuple veut une compagnie aérienne africaine. Le peuple veut un chemin qui peut nous faire partie du Cameroun, au Tchad, au Congo, au Gabon. Mais on vous donne de l'argent. Mais ça ne les intéresse pas, justement. Qui? Ça n'intéresse pas qui? Parce que ces puissances savent que s'il faut faire le chemin de fer entre le Tchad jusqu'au Soudan, du Cameroun jusqu'au Soudan, c'est-à-dire que ça va permettre le développement des peuples, et les peuples vont les chasser. Le peuple va chasser qui? Va chasser ces puissances. La solution, Abel, moi je pense que la solution, et Valsero conviendrait avec moi, réside dans la conscience. J'aime beaucoup employer ces mots-là parce qu'il est fort. Dans la conscientisation de notre peuple, j'y arrive. Donc, si on arrive à faire en sorte que le peuple comprenne l'intérêt de participer, voilà, de rentrer dans l'action, les choses vont aller de mieux en mieux. Tant que nos dirigeants n'auront pas besoin du peuple pour se maintenir à la tête de nos États, ils feront toujours ce qu'ils veulent. Il est grand temps que les peuples africains s'imposent d'abord par rapport à leurs dirigeants avant d'attaquer le problème occidental. La première étape, c'est un combat étape par étape. La première étape, c'est prendre notre souveraineté, mettre à la tête de nos États des dirigeants qui travaillent pour nous, qui ont la légitimité. Aucun dirigeant africain n'a la légitimité de son peuple. Et c'est ça qui est dommage. On attend que l'Union européenne valide une élection. On attend que Bretton Woods valide une élection. Il est grand temps que le peuple africain valide une élection. Le jour où on arrivera à ça,
alors on sera suffisamment prêt pour pouvoir regarder les autres en face et dire non, les chers amis, votre marché de dupes, on n'en veut plus. Et tant que nos activistes, on va conclure, hein. Tant que nos activistes seront toujours, nous, on sera toujours en train de venir se cacher en Europe pour crier notre haine à partir d'ici, on sera toujours en train de jouer le rôle de l'Occident. Parce que ton bourreau ne peut pas t'offrir l'asile. Ton bourreau ne peut pas te protéger. Ton bourreau ne peut pas te donner à manger. Ton bourreau ne peut pas être celui qui te garantit le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. On est encore en train de mettre sur pied des solutions improductives. Jusqu'à là et jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec des solutions improductives. Dans 2 jours, je rentre au Cameroun. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça. Si Paul Biya veut, il saute, il cale en l'air et il brûle. Je ne resterai pas en Europe parce que je crois qu'à partir d'ici, je ne peux pas régler le problème de l'Afrique. Je ne peux pas régler le problème du Cameroun. Et j'espère que la plupart des activistes, la plupart des gens qui ont cette énergie, ce feu dont l'Afrique a besoin pour pouvoir s'en sortir, feront d'abord le premier pas, c'est-à-dire le chemin inverse. Il faut qu'on rentre leur foutre la merde. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, Valsero, t'as pas raison sur le fait qu'en fait, le combat se passe là-bas, en Afrique. Mais il faut savoir aussi que le combat ou l'activisme politique est multiforme. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, regarde, là, le débat qu'on est en train de faire ce soir, il est suivi à Washington, oui, mais on peut le faire au à Cameroun. New York, on pourrait le faire au Cameroun. On pourrait le faire au Tchad. On ne le fait pas, ce n'est pas une exclusivité de le faire à partir de la France. On pourrait le faire partout. On pourrait le faire partout. Et la première chose, c'est que tant que nos peuples... Il me coupe la parole. Non, tant que nos frères vont nous voir faire ce débat à partir de Paris, jamais ils ne vont se lancer dans le combat pour la simple raison qu'ils sauront que nous, on est des gens qui sont là pour leur pousser dans la merde. Parce que nous, on est en sécurité et que c'est cette sécurité qui nous permet de guérir notre haine. Si jamais on veut, vous ne gagnerez pas un combat en étant hors du champ de guerre. Pour moi, c'est vraiment mon avis. On peut ne pas être sur le champ de guerre, mais avoir des relais qui soient efficaces. Et les numériques à ces sites particuliers qui permettent de faire quelque chose dans l'instantanéité tout en étant ici et nulle part. On ne peut pas être ici. Voilà. J'ai faim, les mecs. Valsero, je vais te raconter, comme je l'ai dit tout à l'heure, J'ai faim, les mecs. Une histoire en 2008, en février 2008. Il faut conclure. Oui, il faut qu'on mange. En février 2008, j'étais au Cameroun. Et moi aussi. Oui, en février 2008. Et moi aussi. J'étais à Cambrai, à la gare de Yaoundé, quand Paul Biya a fait son fameux discours en disant les apprentis sorciers. Mais j'avais mené une manifestation à Cambrai en poussant les gens à manifester. Parce que Cambrai était en train de se moquer de nous. Mais après, qu'est-ce qui s'était passé? Les gens nous ont envoyés dans la brousse, dans une forêt, pour nous abandonner là-bas avec le train. Et le même peuple, les mêmes gens qui ont manifesté avec moi, donc Cambrai a trouvé une solution en leur donnant de sandwich et autres. Arrivés dans la brousse, ils étaient abandonnés à leur triste sort. Ils m'ont cherché, ils ont dit mais il est où le gars qui nous a poussé à faire maintenant on nous a laissé dans la brousse là. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont coincé, ils ont vu que j'étais en réalité pas un Camerounais mais un Tchadien. Alors là ça c'était encore plus dur. Oui, on peut manifester en Afrique. Oui, on peut apporter notre changement en Afrique. Mais le changement que nous pourrions apporter en Afrique, c'est-à-dire que la même situation au Cameroun, c'est pas pareil au Tchad. C'est pas pareil à Djibouti. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ah ben non. Peut-être les peuples sont différents. Oui. Peut-être les peuples sont différents, mais les réalités sont les mêmes. Je suis désolé, mon frère. Les peuples et les noms des pays sont différents, mais la maladie est la même. La maladie, c'est la dette et la famine. Le jour où on va arrêter d'emprunter et on va produire suffisamment, parce que tant qu'on aura faim, mais qui emprunte? Non, mais Issem va conclure. Ce sont nos... Non, moi j'ai fini depuis. Je voulais même dire... Avec une note positive, parce qu'elle était trop acerbe. Non, je voulais juste dire à tout le monde que
le destin de l'Afrique est entre les mains des Africains et que c'est à nous, Africains, de pouvoir s'en sortir. Le destin de l'Afrique est dans l'union des Africains. Pris individuellement, on ne s'en sortira pas. Donc il est important qu'on travaille notre union et de notre union viendra notre liberté. Bah, moi je vais aller dans le même sens que Valsero, c'est-à-dire qu'en fait la sortie, on va dire, de l'Afrique de cette crise, parce qu'on est en crise, hein, sérieux, quand notre peuple a faim, quand notre peuple ne peut pas se soigner, quand notre peuple ne peut pas se nourrir correctement, ça veut dire qu'on est dans une crise, et une crise abyssale. Donc cette sortie de la crise ne peut intervenir que par un éveil de conscience. Et cet éveil de conscience passe justement par ces genres de discours, c'est que nous faisons aujourd'hui. Et puis c'est un débat, il n'y a pas forcément la vérité dedans, hein. Chacun prend ce qui est bien sa vérité, et il laisse ce qui est mauvais. De donner quand même une espèce de grille de lecture à notre population pour qu'elle comprenne la nécessité de cet engagement-là. C'est un engagement aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ces débats qui étaient passionnés, intéressants, très très houleux par moments. Et donc voilà, nous espérons en fait vous retrouver très très prochainement pour un autre débat plutôt. Valsero sera de retour sur Paris, je pense, au mois de novembre. Vas-y, donne mon programme à Paul Biya, comme ça quand je vais vouloir prendre le vol, ce bâtard va essayer de m'arrêter pour me casser les couilles. Il donnera une conférence à la Sorbonne, nous y serons. Et donc voilà les gars. Allez, ciao ciao, bonne soirée. Ciao, salut.